jusqu'au bout pour revenir en France, pour raconter ce que nous avions vécu, pour témoigner de la barbarie nazie et continuer à nous battre pour que plus jamais cela ne se reproduise. Nous sommes les derniers témoins et nous avons un devoir à remplir envers les jeunes. Le serment prononcé lors de notre libération des camps se termine par ces mots. Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons à nos camarades tués. Quand je vois 71 ans après les événements et les attentats qui se sont produits en France et partout dans le monde où règne le racisme, la xénophobie, le fanatisme ethnique, religieux ou nationaliste, je ne veux pas croire que tant d'entre nous soient mortes pour rien. Donc nous sommes restés dans ce camp de Flossenbürg après la destruction de cette usine d'armement. Et ensuite, nous avons été remis dans des wagons à bestiaux sur des lignes de chemin de fer, où nous avons erré pratiquement pendant 3 semaines, parce que toutes les voies de chemin de fer étaient bombardées de tous les côtés. Nous avancions pendant 3 jours. Les Allemands ouvraient les portes et nous donnaient un peu de ravitaillement et nous sortions les personnes qui étaient mortes en cours de route. Et ensuite, nous étions mis sur des voies de garage parce que les transports militaires étaient prioritaires. Et nous continuons à rouler. Enfin, nous avons roulé comme ça la première fois une quinzaine de jours en ayant des arrêts fréquents où nous restions sur place sans bouger. Et quand on ouvrait les portes, on voyait des wagons entiers abandonnés remplis de cadavres que les Allemands avaient abandonnés sur ces lignes de chemin de fer. Et quand nous sommes arrivés en Tchécoslovaquie, quand ils ont ouvert les portes des wagons, il y a la population qui devait habiter pas loin de ces lignes de chemin de fer. Ils sont venus demander s'ils pouvaient nous donner un peu de ravitaillement. Comme ce n'était plus des SS qui nous gardaient, les gardes ont accepté. Donc le temps que nous sommes restés bloqués en Tchécoslovaquie, nous avons été nourris par la population qui venait tous les jours nous apporter quelque chose à manger. Ce qui nous a permis de survivre encore un peu. Et nous sommes arrivés au bout de 3 semaines au camp de Mauthausen qui se trouvait en Autriche. Et là, on nous a mis sur la place d'appel en nous disant que nous allions prendre une douche. Alors là, on a dit il n'en est pas question parce que nous, les douches à Auschwitz, les gens qui arrivaient dans les camions, on leur disait qu'ils allaient prendre une douche et en réalité, c'était des chambres à gaz. Alors, on a dit si on doit mourir, maintenant c'est la fin, on va mourir debout, mais certainement pas dans une chambre à gaz. Nous sommes restés des heures debout comme ça et finalement, ils nous ont fait descendre dans des baraques qui se trouvaient en contrebas du camp de Mauthausen, où là nous sommes restés sans rien faire, puisqu'il n'y avait plus d'organisation, il n'y avait plus de commando de travail. On avait l'appel le matin comme d'habitude, de moins en moins de nourriture. Et on est arrivé comme ça jusqu'au 5 mai 1945. Le matin, nous avions toujours l'appel. Et là, j'étais avec mon amie Marie, je vous ai parlé de cette jeune femme que j'avais connue à Drancy. Nous ne nous sommes jamais quittés. Et de tout ce transport que nous sommes arrivés en septembre 1943 sur les 106 femmes, nous sommes revenus à la libération, nous sommes revenus que toutes les 2. Toutes les autres étaient mortes. Nous étions les 2 seules survivantes de ce convoi. Et le matin, elle m'avait fait sortir de force le samedi matin à l'appel. Parce que quand on ne sortait pas à l'appel, on était envoyé directement au crématoire. Donc, cette forme de solidarité dont je vous ai parlé, c'était de faire sortir le maximum de personnes à l'appel pour pas qu'elles restent dans les baraques. Et l'après-midi, à 1h de l'après-midi, on a vu un drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen qui était sur une hauteur. On a vu descendre des hommes en courant en disant « Ne restez pas là, les Allemands sont partis ». Ils ont ouvert les portes, ils ont dit qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient tuer tout le monde, il ne fallait pas qu'ils laissent de survivants. Et ils sont partis en disant « Débrouillez-vous, mais ne restez pas dans le camp ». Vous savez, hein, dans l'état où nous étions, pour aller où? Finalement, mon ami m'a fait sortir pratiquement de force et nous sommes partis. Enfin, celle qui pouvait encore me tenir debout. Nous avons fait quelques kilomètres, nous sommes arrivés dans la ville de Linz, qui se trouvait à côté de Mauthausen. Nous avons marché encore un petit peu, et là on est tombé devant un bâtiment qui était un ancien couvent,
qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés sur le front de l'Est. Et on voyait des engins militaires qui défilaient. C'était les Américains, évidemment, qui essayaient de terminer cette guerre, puisque nous étions que le 5 mai, et les Allemands n'ont capitulé que le 8 mai. Donc, ils ne s'arrêtaient pas. Alors, ces prisonniers, il y avait quelques prisonniers français qui étaient devant le bord de la route, qui regardaient. Et ils nous ont fait rentrer dans leur baraque, puisqu'ils logeaient dans ce couvent, dans le fond du jardin. Ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait rien avaler. Et quand les Allemands ont capitulé le 8 mai, cet hôpital a été réquisitionné par les Américains, puisqu'il n'y avait que des SS là-dedans. Et ils sont venus nous chercher quand les prisonniers leur ont dit qu'ils avaient récupéré 2 femmes et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et quand ils nous ont pesés, je ne pesais plus que 32 kilos. Donc, il était temps que la guerre se termine. Et nous avions attrapé le typhus avec mon ami. Donc nous sommes restés dans cet hôpital. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait les médecins militaires et qu'il y avait les médicaments qu'il fallait pour nous soigner. Alors je suis resté 1 mois dans cet hôpital en Autriche. Et ensuite, quand on a été un peu retapé, on a été rapatrié sur la France, où on est arrivé au début juin 1945. Et là, on a été dirigé sur l'hôtel Lutetia. C'est un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les déportés. Alors, quand nous sommes arrivés devant cet hôtel, il y avait des centaines de gens avec des photos, en nous demandant si on connaissait un tel, si on connaissait un tel. Mais, vous savez, dans l'état où on était, puis ils nous montraient des photos de personnes qui étaient en bonne santé. Vous savez, nous, on n'avait connu que pratiquement que des squelettes. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait dire ? Finalement, nous sommes rentrés dans l'hôtel. Et là, on nous a passé une visite médicale assez sommaire. On nous a refait des papiers d'identité provisoires. Puis ensuite, les personnes qui étaient devant les portes rentraient. Ceux qui avaient de la chance de récupérer, d'avoir de la famille qui venait les récupérer, qui venait les chercher, repartaient avec eux. Et moi, malheureusement, quand je suis revenu, vous savez, j'étais déporté, j'avais 15 ans. Je suis revenu, j'avais 17 ans, personne n'est venu me chercher. Toute ma famille avait été déportée et anéantie. Et je me suis retrouvé bloqué dans cet hôtel Lutetia, sans savoir où aller. Et finalement, comme à l'époque, je n'avais que 17 ans, l'âge de la majorité était à 21 ans, donc ils ne pouvaient pas nous laisser partir comme ça à l'aventure. Il faut vous dire qu'à l'époque, ils ne s'attendaient pas à nous voir revenir dans l'état où nous sommes revenus. Il n'y avait pas de cellule psychologique pour nous dire ce qu'il fallait faire et comment il fallait réagir. On a pratiquement été livrés à nous-mêmes. Je suis resté quelque temps dans cet hôtel Lutetia. On sortait quand même dans la journée. Et quand je suis retourné dans le quartier où habitaient mes parents et qu'on a commencé à vouloir raconter ce qui nous était arrivé, eh bien, personne n'a voulu nous croire. On nous a dit que ce n'était pas possible, ce qu'on racontait c'était des histoires, qu'on était devenus folles. Enfin, personne n'a voulu nous écouter, on lisait l'incrédulité dans leurs yeux. Et puis finalement, on a pratiquement été culpabilisés d'être des survivants en disant « Vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour venir et pas les autres ?» Il faut vous dire qu'il y a eu en France 76 000 déportés juifs de France et nous sommes revenus à 2500. Vous voyez le pourcentage. Alors finalement, on s'est tu parce que personne n'a voulu nous croire. Je suis resté donc dans cet hôtel du Tessia presque jusqu'à la fermeture et ensuite il y a des organismes qui sont venus nous chercher, entre autres l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, et qui m'ont emmené dans un orphelinat. Alors évidemment, en 1942, j'avais passé presque 1 an dans les orphelinats et vous savez, avec tout ce que j'avais supporté pendant 2 ans dans les camps de concentration, je n'étais pas du tout envie de supporter les dortoirs qui étaient surchargés, des enfants qui étaient là, des petits-enfants qui pleuraient, parce qu'on leur avait dit que la guerre était finie, que les parents allaient venir les rechercher, puis ils ne voyaient personne venir, ça hurlait toute la nuit. Et au bout de quelques jours, je suis parti, je n'ai pas voulu rester, je me suis dit, c'est pas possible de recommencer la galère dans les orphelinats. J'ai donc été retrouver mon amie Marie, qui, elle, a eu la chance de retrouver son fiancé. J'ai habité quelque temps avec elle. Et ensuite, ils ont décidé de se marier. Alors, évidemment, la crise du logement était là déjà à cette époque-là. La cohabitation à 3 dans un petit studio, c'était pas évident, donc je suis parti.
J'ai essayé de trouver du travail. Mais vous savez, j'avais quitté l'école en 1940, j'avais 12 ans, j'avais juste mon certificat d'études. Et puis trouver du travail, c'était pas évident, hein. J'avais pas de formation. Et puis psychologiquement, vous savez, quand on était dans les camps, on avait cette forme de solidarité, on se regroupait entre nous, on se remontait le moral. Et puis moi, mon but, vous savez, tout le temps que j'étais au camp, on me disait, je ne peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne. C'était devenu une idée fixe. Et ben, j'avais réalisé mon vœu, j'étais revenu. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et bien finalement, chose que je n'avais jamais envisagée au camp, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui se suicidaient, comme je ne trouvais pas de solution à refaire une vie normale, j'ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique où je suis resté 6 mois. Alors vous savez, les soins à l'époque, on était quand même tous mélangés, c'était des drogues pour vous faire dormir. Je n'ai jamais vu un psy ou quelqu'un qui est venu nous parler ou nous demander ce qui nous est arrivé ou essayer de nous comprendre. On était quand même encore livrés à nous-mêmes. Et puis au bout d'un certain temps, vous savez, quand on a des moments de lucidité, on se dit quand même où on se laisse couler carrément, ou on reprend sa vie en main. Eh bien, on fait comme quelqu'un qui se noie, vous savez, on donne un coup de talon et on remonte à la surface. Et puis là, j'ai cherché du travail encore une fois. Et là, j'ai fini par trouver du travail, un travail comme vendeuse, puisque je n'avais aucune qualification. Et quelque temps après, j'ai rencontré mon mari. J'ai eu 3 enfants, j'ai eu 6 petits-enfants, j'ai 6 arrière-petits-enfants. Et pour moi, ça a été une revanche sur la vie, parce que quand vous pensez un fou sanguinaire comme Hitler, qui a réussi à massacrer quand même 6 millions de personnes, mais pour moi, ça a été une revanche sur la vie, de reconstituer toute une famille. Merci de m'avoir écouté. Si vous permettez, enfin je m'adresse à vous les jeunes, parce que vous savez, ça fait plus de 35 ans que je témoigne, avec l'espoir qu'il restera quelque chose, parce que vous savez, nous sommes plus très nombreux. Et je voulais vous lancer un petit appel. Aussi aujourd'hui, je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais si l'on se réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde actuel, pour des causes idéologiques, ethniques, religieuses, elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants, et c'est à vous maintenant, mes enfants, que je m'adresse. Lorsque l'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, cela s'appelle du racisme, qui a conduit à la déportation. C'est au nom du racisme que les pires horreurs ont été commises. Lorsque l'un d'entre vous se blesse dans la cour de récréation, il a mal, comme vous. Tous les enfants du monde sont pareils. À vous, mes enfants, je compte sur vous pour lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps, qui pouvons certifier qu'ils ont bien existé, pour que vous fassiez preuve de tolérance, que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme, de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous, les déportés, nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir. Ne nous décevez pas. Faites preuve de tolérance, de compréhension, si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Je vous en prie. Je voulais
Je m'excuse, j'ai encore un petit peu. Je vous avais parlé de mon frère qui était parti à l'armée, qui était parti en Espagne, où il a donc été arrêté dans les prisons de Franco à l'époque. Ensuite, quand ils ont été libérés, ils sont passés par l'Afrique du Nord, par le Maroc, où il s'est engagé dans la 2e DB, la 2e division du maréchal Leclerc. Je suppose que vous en avez entendu parler de l'épopée de cette armée. Ils ont fait donc le débarquement en Normandie, la libération de la Normandie, de Paris, de Strasbourg. Et ils ont terminé jusqu'en Allemagne, à Berchtesgaden, au Nidaigle d'Hitler. Il a été démobilisé en 1946. Alors, vous voyez, il était parti en 1937. Il est revenu que 9 ans après. Il a eu de la chance de retrouver sa femme. Mais pour lui, vous savez, la reconstruction a été très très difficile parce que il avait perdu quand même toute une partie de la famille. J'étais la seule survivante. Nous étions quand même 7 enfants. J'étais pratiquement la seule survivante. Lui a eu du mal à parler. Moi, je n'ai jamais parlé, il m'a jamais posé de questions. On avait fait l'impasse sur cette période. On a voulu essayer de vivre normalement comme tout le monde. Malheureusement, il a perdu sa femme très, très tôt. Il a eu un enfant 11 ans après. Il a fallu qu'il élève ses enfants. Il a eu une vie très très difficile. Et quand il est arrivé à l'âge de la retraite, il est rentré dans la maison de retraite des Invalides à Paris, où là, il y est resté jusqu'en 2014. Vous voyez, c'est assez récent. Et le 25 août, il y a tous les ans une cérémonie pour la libération de Paris qui se fait devant le monument du maréchal Leclerc à la porte d'Orléans. Et cette année-là, il tombait des cordes. Il pleuvait, une pluie épouvantable. Et on lui a remis la Légion d'honneur, il avait 101 ans. Alors j'ai demandé au gouverneur des Invalides, puisque je le connaissais un peu, comme j'allais voir mon frère assez régulièrement, s'il avait fait le recensement des centenaires pour leur donner la Légion d'honneur. Alors il a eu un sourire en coin, je dis c'est dommage, s'il avait été chanteur ou footballeur, il y a longtemps qu'il l'aurait eu. Et il est décédé l'année d'après, mais enfin, j'ai eu de la chance quand même de le garder jusqu'à 102 ans. Voilà. Et puis pour terminer, je voudrais vous lire, je voudrais que vous soyez très attentifs, un tout petit poème que je trouvais extraordinaire. Alors faites bien attention aux paroles. Est-ce que vous m'entendez ? Raconte mon histoire. Raconte mon histoire, car moi je ne peux pas. J'étais enfant alors, ça fait longtemps déjà. On habitait Saint-Paul, mon nom c'était Maurice, papa était tailleur, maman était nourrice. Chez nous c'était petit, mais on y était bien. J'avais plein de cahiers, je ne sais plus combien. Papa était très fier, car j'y dessinais tout. Pendant que lui cousait, ses cheveux étaient roux. Raconte mon histoire, car moi je ne peux plus. Maman était très belle, elle aurait voulu qu'après, une fois grand, je devienne docteur. Ils ont sonné très fort, et elle m'a dit « N'aie pas peur ». Dis bien comment ils ont enfoncé notre porte. Ils voulaient qu'on s'habille vite et puis qu'on sorte. Maman criait très fort, alors ils l'ont frappé, et dans la rue en bas, le bus nous attendait. Papa voulait savoir où on nous emmenait, mais l'agent l'a poussé, et il l'a fait tomber. Au Veldiv, tu le sais, toi, alors dis-leur, tous ces gens entassés et qui avaient très peur. Moi, je ne pourrais pas, c'était il y a longtemps. Je bouchais mon nez dans ces WC dégoûtants. On avait soif, pas d'eau. Ma sœur Rebecca s'était évanouie dans les bras de papa. Toi qui n'étais pas né en ce temps-là, dis-leur, tu n'étais pas monté dans ces bus de malheur. Ils ne t'avaient pas vu, donc tu étais sauvé. Et alors maintenant, à toi de raconter. Fais-le pour moi, et pour mon père, et pour ma mère, pour Rebecca aussi, et ceux qu'ils ont fait taire. Pour mon ami pianiste, le petit Nathaniel, qui ne jouera jamais à la salle Pleyel. Pour tous les camarades avec qui je jouais dans le jardin d'enfants, enfants qui promettaient de devenir docteurs, comptables ou musiciens, mais qu'ils ont entassés dans ces infâmes trains. Tu dois la raconter, mon histoire, promets. J'ai même pas 5 ans,
Et puis comment parler quand ma mère me serre très fort contre son sein, et puis que je suis mort avec elle dans ce train. Bien. C'est bon? Ça marche? Merci beaucoup. C'est un peu difficile de prendre la parole après vous. Je crois que vous êtes prête à répondre à quelques questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut être le premier? Je passe le micro pour qu'on puisse enregistrer la question avant la réponse de Madame Seno. Bonjour Madame, Bonjour. déjà merci pour votre témoignage. À un moment, vous avez dit qu'on finit par s'habituer, s'adapter, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé à la vie à Auschwitz. Est-ce que vous aviez vraiment le sentiment de vous être adapté à quelque chose comme ça? C'est-à-dire adapter, c'est difficile à dire, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est qu'on n'a pas le choix. Si on avait décidé, comme moi j'avais décidé que je ne pouvais pas mourir, c'est-à-dire on fait le vide dans sa tête, on ne voit pas ce qui se passe. Et puis, de toute façon, c'est une question de survie. Hein. Vous savez, quand vous voyez maintenant tous ces réfugiés que vous voyez qui vivent dans des tentes, qui vivent dans la gadoue, ils s'adaptent aussi. Hein. C'est une question de survie. Bah, vous savez, on n'a pas le choix. Hein. Vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer la force qu'on peut avoir en soi quand on a envie de vivre. Et puis personne n'a envie de mourir à 15 ans. Hein. Merci encore d'avoir témoigné. Je voulais juste savoir si vous aviez déjà pensé à publier ce que vous écrivez. Non, ça c'est pas. J'ai fait quelques écrits pour laisser à mes enfants du fait que quand je suis revenu de déportation, ça a été très difficile d'en parler parce que quand ils ont été en âge scolaire, eh bien, quand ils revenaient, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y avait que 2 lignes. Alors ça n'a pas été facile de dire « Asseyez-vous, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ». C'est difficile de parler à des enfants en bas âge qui n'étaient pas demandeurs, qui n'étaient au courant de rien, parce qu'il y a vraiment une chape de plomb qui est tombée sur cette période où on n'a jamais eu le droit à la parole. Il a fallu attendre pratiquement jusqu'en 1990 pour qu'on ait le droit à la parole et raconter ce qui nous est arrivé. Alors finalement, quand on a commencé à pouvoir parler, pour nous, ça a été une forme de thérapie, de pouvoir enfin raconter. Et c'est surtout ce qui nous a motivés, c'est que malheureusement, vous avez toujours des gens qui nient ce qui nous est arrivé, des révisionnistes qui disent que ce n'est pas vrai. Et ce qu'on voudrait, c'est justement mettre en garde tous ces jeunes pour leur dire que ce qu'on nous a raconté, vous savez, vous avez pas mal de gens qui viennent témoigner, chacun raconte une tranche de vie, mais c'est vraiment des choses qu'on espère qu'il n'arrivera plus jamais, parce que malheureusement, quand on voit ce qui se passe, nous, on nous a empêchés de parler, on a toujours l'excuse, enfin moi j'ai toujours eu l'excuse de dire que les gens n'étaient pas informés, n'étaient pas au courant, mais maintenant à l'heure actuelle, ça passe en boucle à la télévision, on voit ce qui se passe, et malheureusement, on ne bouge pas. C'est l'indifférence totale, et vous savez, je crois que quand on revient dans ces circonstances, on avait espéré autre chose. Et vraiment, ce qui était le plus difficile à supporter, c'était vraiment l'indifférence des gens qui ne voulaient pas nous entendre. Vous savez, quand on a commencé à vouloir parler tout de suite après la guerre, les gens commençaient à nous écouter un petit peu, puis commençaient à dire « Oh vous savez, nous aussi on a été malheureux, on a fait la queue pour avoir du pain. » Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On s'est tu, puis il faut dire qu'à l'époque, quand De Gaulle est revenu au pouvoir et il a fallu reconstruire la France qui était complètement démolie, il lui a fallu des hauts fonctionnaires, il a pris ce qui était en place, et en place il y avait
Il y avait Papon, Leguet, Bousquet, ceux qui avaient fait donc toutes ces fiches, qui avaient collaboré avec les Allemands et qui avaient organisé toutes ces déportations. Donc c'est pas avec ces gens-là qui étaient au gouvernement qu'on aurait pu parler ou dire quoi que ce soit. Et puis finalement, on a parlé des déportés résistants, c'était normal. Eux, ils sont revenus, ils s'étaient engagés pour sauver la France, ils ont été reçus très bien. Mais nous, on a été les oubliés de l'histoire. Les 6 millions de Juifs qui ont été assassinés, personne n'en a parlé à l'époque. Ben, on a essayé de se reconstruire nous-mêmes et ça n'a pas toujours été évident. J'ai eu de la chance de tomber sur mon mari qui était un garçon exceptionnel, qui m'a servi de béquille toute ma vie pour que je puisse marcher droit. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que vous savez, j'ai l'impression que quand on a été dans un camp comme Auschwitz, on n'en est jamais sorti. Bonjour, merci pour votre témoignage. Comment avez-vous abordé la question de la déportation avec vos enfants et vos petits-enfants? Est-ce qu'il y a une demande? Bien, c'est-à-dire avec mes enfants, comme je vous ai dit, je n'en ai jamais parlé. Disons que j'en avais parlé quand j'ai connu mon mari. Effectivement, je en ai parlé, mais j'ai l'impression qu'il avait quand même donné des indications à mes enfants pour dire que si votre mère ne parlait pas, ne lui posez pas de questions, ça viendra en son temps. Alors évidemment, la génération est passée. J'ai toujours eu l'impression que mes enfants étaient au courant, puisque vous voyez, j'ai mon fils aîné qui est professeur d'histoire, j'ai un de mes petits-fils qui est professeur d'histoire. J'ai toujours eu l'impression qu'ils savaient ce qui m'était arrivé, mais ils ne m'ont jamais posé de questions. Mais à la différence de mes petits-enfants, même de mes arrière-petits-enfants, eux sont très au courant et ils sont très impliqués dans le travail de mémoire. Alors finalement, j'ai l'impression que du côté de ma famille, la relève est quand même faite. Et ce que j'espère, c'est que moi je témoigne depuis 1982. Alors vous savez, des jeunes comme vous, j'en ai rencontré des milliers. Et le seul espoir que j'ai, c'est qu'il en reste quelque chose. Parce que la relève, c'est vous maintenant. Hein, parce que nous... Vous savez, notre moyenne d'âge est de plus de 90 ans. Vous savez, bientôt, il n'y aura plus personne. Et malheureusement, toute l'histoire n'est faite que de révisions. Alors, vous savez, des révisionnistes, ils se sont réveillés il y a longtemps. Et on est quand même obligé, si on continue à témoigner, c'est pour essayer de contrer et raconter nos tranches de vie de ce qui s'est passé dans les camps. En espérant que ça n'arrive plus jamais, parce que quand je vois toute cette jeunesse et je me dis que si malheureusement il arrivait quelque chose, de la façon dont vous avez été éduqués, de la facilité avec laquelle vous vivez, je me demande comment vous réagiriez. Alors, faites l'impossible pour que ça n'arrive jamais. La chance que vous avez, c'est qu'on vit en démocratie. Elle est des fois un peu bancale en ce moment, mais c'est ce qu'on a fait de mieux. Alors, essayez de la protéger le plus longtemps possible. Bonjour. Je voulais savoir si ça vous avait soulagé de témoigner à partir de 1982. Bien, c'est-à-dire que, vous savez, on s'est tellement promis, les quelques-unes de rescapés qu'on est revenus, on s'était tellement promis de raconter et qu'on nous a empêchés de parler, que quand on a eu le droit à la parole, pour nous, je vous dis, ça a été une forme de thérapie et surtout de mettre en garde que ce qui nous est arrivé n'arrive plus jamais. Et vous savez, si on arrive à nos âges encore à se déplacer jusqu'au bout, on le doit pour toutes ces millions de personnes qui n'ont jamais eu le droit à la parole, parce qu'on les a assassinés avant, uniquement le fait d'être nés juifs. Alors vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche toujours des boucs émissaires, c'est toujours les minorités. Pendant la guerre, ça a été les juifs. Maintenant, ça risque d'être d'autres communautés. Vous savez, il faut toujours trouver des responsables. Et malheureusement,
Ma conclusion, c'est de dire que toutes les guerres qui se déclarent, ce sont des guerres de religion, ce sont des guerres ethniques, ce sont des guerres tribales. Et il faut être très vigilant et ne pas écouter tout ce que vous pouvez entendre, parce que quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vous assure que moi, ça me fait peur. Alors, soyez très vigilants, comme je vous ai dit. Essayez de protéger notre République, notre démocratie, parce que j'ai l'impression qu'elle en a grand besoin. Avant tout, je voulais vous remercier pour votre témoignage. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez, par exemple, la RAF, ou vous lisez les écrits comme Primo Levi, si c'est un homme, ou le journal d'Anne Frank. Enfin, quel est votre sentiment par rapport à tout ça, sachant que c'est votre histoire et quand vous... Je m'excuse, ça résonne dans le micro et j'ai pas compris la question. Faut que je l'approche? Vous m'entendez mieux? Je vous entends, mais ça résonne alors. Je voulais savoir quel était votre ressentiment quand vous regardez, par exemple, la rafle, ou vous lisez des livres comme le journal d'Anne Frank ou autre. Enfin, sachant que c'est votre histoire également, et ce que ça vous fait quand vous lisez tout ça. Je suis désolée. Je m'excuse de vous faire répéter, mais vraiment, ça résonnait, je n'entendais pas. Je voulais vous demander quel est votre sentiment quand vous regardez des films comme La RAF, ou vous lisez le journal d'Anne Frank, sachant que c'est votre histoire également. C'est-à-dire que là, récemment, il y a quelques jours, le film est repassé à la télévision. Disons que je crois que c'est un des films qui ressemble le plus à la vérité par rapport à cette rafle. Ce que je ressens, vous savez, c'est une histoire que j'ai vécue, que j'ai vue. Et ce que je voulais savoir, moi, c'est le ressentiment des gens qui ne l'ont pas vécu et qui l'ont vu et ce qu'ils en pensent. Puis, ce que vous pensez par rapport à ce que vous avez écouté, parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que vous n'avez jamais eu personne qui est venu intervenir dans vos collèges. Alors évidemment, c'est peut-être un épisode de cette guerre que vous ne connaissez peut-être pas tout à fait, que vous savez, les professeurs d'histoire vous enseignent évidemment des choses, et nous, c'est une tranche de vie personnelle, quoi. Finalement, on a l'impression que vous rentrez dans notre intimité. Alors on espère qu'il en restera quelque chose. Bonjour, je voulais vous remercier et vous demander aussi si depuis ce temps-là, vous avez été en contact avec des gens, des tortionnaires, des gens de là-bas, et si vous avez pu encore maintenant trouver une forme de pardon ou leur pardonner, ou si encore maintenant vous avez un ressenti plus que négatif avec eux. C'est-à-dire que c'est difficile à dire. Quand je suis revenu de déportation et de voir l'indifférence des gens, j'en voulais pratiquement à l'humanité entière. Disons que d'en vouloir aux Allemands, effectivement, pour nous les Allemands, ça représentait l'ennemi, donc on savait de quoi ils étaient capables. Disons que j'en ai quand même beaucoup plus voulu
à la police française, à la gendarmerie française, de cette forme de collaboration, parce que c'est sûr que quand vous parlez avec les gendarmes à l'heure actuelle, ce sont des militaires, ils ont obéi aux ordres. Enfin, il y a des ordres qu'on peut contourner, hein, malheureusement. Alors, disons que j'en ai beaucoup plus voulu à la police française de leur comportement, parce que on était quand même dans un pays civilisé, de voir le comportement qu'ils ont eu pendant la guerre, surtout avec les événements qui se sont passés dans le camp de Drancy, parce que qui étaient gardés par la gendarmerie. Vous aviez ces gens qui nous rançonnaient, parce que dès l'instant où vous aviez des gens d'extérieur qui essayaient de passer des colis, il fallait payer, tout était payant. Il y a même eu des viols de commis de la part de ces gendarmes, et à la fin de la guerre, il y en a un qui a été condamné, tous les autres, ils ont obéi aux ordres. Alors, et puis après, au fil des ans, quand les touristes ont commencé à arriver, que je voyais arriver des Allemands en France, bon, quand c'était des personnes âgées, j'avais un mouvement de recul, il n'était pas question de les approcher. Puis ensuite, ça a été des jeunes. On ne peut pas en vouloir à des jeunes, enfin des personnes qui étaient plus jeunes que moi à l'époque, de ce qu'ont fait leurs parents ou leurs grands-parents. Vous savez, la haine, ça mène à rien. Hein. Et puis, ce n'est pas les enfants ou les petits-enfants qui sont responsables de ce qu'ont fait leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis finalement, ce qu'il faut reconnaître, malheureusement, c'est que les Allemands ont fait un devoir de mémoire des années avant que la France décide à nous laisser la parole, alors qu'ils ont fait un devoir de mémoire très rapidement. Alors, vous savez, bon, c'est pas toujours très, très rose, mais il y a quand même eu l'Europe qui a été faite, qui a quand même évité tous les 20 ans une autre guerre. Alors, je suppose que l'Europe a été faite. Bon, c'est pas toujours ce qu'on avait espéré, mais on ne peut pas en vouloir éternellement à des gens qui ne sont pas responsables. Où il y a une polémique en ce moment, c'est qu'on est encore en train de juger des anciens nazis qu'on retrouve qui ont 95 ans, 98 ans. On dit que c'est plus la peine de faire de procès, mais moi j'estime que les procès sont utiles, pas pour la condamnation qu'on peut leur faire, hein, parce qu'ils vont quand même mourir de leur belle mort. C'est au moins de les faire parler, de dire ce qui s'est vraiment passé dans les camps. Donc, notre recherche, même actuellement, c'est quand même de les faire passer en jugement. C'est pas pour la condamnation, c'est simplement pour les faire parler. Bonjour, je voulais savoir, quand vous êtes revenu, avez-vous pensé à renier vos origines, votre religion, par peur justement que ça se reproduise, ou alors parce que vous aviez honte, on va dire, entre guillemets, d'être juif ou quelque chose comme ça? Vous savez, moi j'ai été élevé dans un milieu qui n'était pas du tout pratiquant. Donc on n'a jamais mis la religion en avant, mes parents n'étaient pas pratiquants, donc moi, par la force des choses, je ne l'étais pas. Et si éventuellement je l'avais été, ben, je peux vous dire que pendant que j'étais à Auschwitz, ben, Dieu il devait être ailleurs et il était certainement occupé ailleurs. Il n'était pas sur place. Puis vous savez, hein, je n'ai jamais évolué, mon mari n'était pas juif, je n'ai pas évolué dans un milieu juif, donc j'ai vécu normalement parmi toute cette population française, mais dans mon fort intérieur, malgré ça, je me sens profondément juive, peut-être par atavisme, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la religion. Est-ce que vous êtes resté en contact avec votre amie Marie ? Je suis resté en contact toute ma vie. Malheureusement, elle est décédée il y a une quinzaine d'années. Elle était beaucoup plus âgée que moi.
Bonjour. Est-ce que ça vous a soulagé de voir tous les, par exemple Himmler, tout ça, aller en procès de Nuremberg? Est-ce que ça vous a soulagé de savoir qu'ils avaient été condamnés pour ce qu'ils avaient fait? Vous savez, le procès de Nuremberg, on a parlé des crimes de guerre, on a parlé de beaucoup de choses, mais à l'époque de la Shoah, on n'en a pas parlé. Vous savez, ça a été assez pénible. Disons que où on a commencé vraiment à parler de ces événements, c'est quand il y a eu le procès d'Eichmann à Jérusalem. Alors là, on a commencé quand même à parler de la Shoah, parce que vous savez, quand on parlait de déportation, c'était englobé dans un tout. Il y a eu des déportés politiques, il y a eu des déportés juifs, il y a eu des homosexuels, il y a eu des, comment on appelle ça, des libres penseurs. Enfin, il y a des tas de catégories de gens qui ont été déportés. Donc, on était englobés dans... Et que la Shoah, ça a été quand même quelque chose de spécifique, parce que ça a été un crime, si vous voulez, des assassinats scientifiques. C'était tout un peuple qu'on a voulu éliminer. Alors évidemment, on a été englobé dans la déportation, point final. Vous savez, les premières années, comme je vais régulièrement avec des groupes d'élèves à Auschwitz, les guides polonaises qu'on avait au début, quand on visitait le camp, nous parlaient de déportés, polonais. Effectivement, les Juifs de Pologne, ils étaient polonais. Mais enfin, on ne parlait pas de la différence de régime, alors que il n'y avait que les sélections n'étaient faites que pour les Juifs. Les autres rentraient dans le camp, bien sûr, ils mouraient de faim, par le travail, par la maladie, mais ils n'étaient pas systématiquement d'emblée envoyés à la chambre à gaz. Donc, tout ça, ça faisait un tout. On a eu du mal à leur faire dire qu'il y a quand même eu 3 millions de Juifs en Pologne qui ont été massacrés. Comme je vous ai dit au départ, il n'y a pratiquement plus de communauté juive en Pologne et ils sont quand même toujours antisémites, ça n'a rien changé. Et ce qui fait peur à l'heure actuelle, c'est quand vous voyez des pays comme dans les pays du nord de l'Europe, qui ont moins souffert de la crise, qui ont moins souffert de l'immigration et qui malheureusement basculent dans l'extrême droite. Et je vous assure que ça fait peur, parce qu'on se demande quelle est leur motivation. Bon, ah. Bonjour et merci pour votre témoignage. Je voudrais savoir si un jour vous irez au camp d'Auschwitz avec vos petits-enfants ou vos enfants. Oh oui, bien sûr, j'y vais déjà tous les ans avec des élèves et j'arrive quand même dans ces voyages. Vous voyez, il y a 2 ans, je crois, oui, j'ai un de mes fils et une de mes petites filles qui sont venus avec moi, enfin, accompagnés. Et là, il y a eu une vague de froid sur l'Europe de l'Est, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous sommes arrivés au camp, il devait faire -20. Alors, vous aviez ces jeunes qui avaient votre âge et qui étaient là, bien chaussés, bien nourris, bien habillés, qui étaient groupés, collés les uns contre les autres. Et quand on leur racontait en disant « mais c'est pas vrai ce que vous nous dites, c'est pas possible que vous soyez sortis de là ». Et nous, les vieux, on était obligés de les pousser pour les faire avancer tellement ils étaient figés. Bonjour madame, je vous remercie moi aussi pour votre intervention. Vous nous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on en pensait. Je pense traduire ce que pense tout le monde ici, c'est-à-dire que ça paraît inconcevable qu'une partie de l'humanité ait pu faire ça à une autre. Je voulais juste vous poser une question sans doute un peu difficile, mais qu'est-ce qui vous donne encore confiance dans la nature humaine ? C'est difficile de répondre. Vous savez, comme je vous ai dit, pendant l'occupation, il y a eu 2 France.
Il y a eu une France fraternelle qui a aidé, qui a sauvé des gens. Comme je vous ai dit, c'est en France où il y a eu le plus de gens qui ont été cachés, sauvés. Et puis vous avez une autre moitié qui malheureusement, et la nature humaine est ainsi faite que on ne sait pas la réaction des gens. Je ne sais pas si les gens sont foncièrement bons, j'en sais rien. Vous savez, j'y ai pensé longtemps. J'ai pensé longtemps que les hommes, enfin, la nature humaine était bonne, et je finis par dire qu'avec ce qui se passe actuellement, avec tous les événements, je finis par avoir des doutes. Mais enfin, il faut quand même rester optimiste, parce que on ne sait jamais la réaction des gens devant des événements importants. Il y a toujours des gens qui essaieront de sauver les autres, puis d'autres qui, au contraire, essaieront de les enfoncer. Alors finalement, c'est difficile de se faire une opinion sur la nature humaine. Mais enfin, quand on voit ce qui se passe actuellement dans certains pays, on a quand même certains doutes. Bien, on a épuisé les questions? Oui. Merci infiniment, Madame Sano. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté, en espérant qu'il restera quelque chose. Vous avez des qualités de conteuse avérée, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Comment ? Vous avez des qualités de conteuse avérée, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Et si vous le voulez bien, je vais remercier les élèves qui ont montré vraiment beaucoup d'attention, et par ce biais-là, sans doute le respect qu'ils ont porté à vos propos. Merci, bonne fin de journée.